Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Mardi 10 septembre, le duel si attendu entre Kamala Harris et Donald Trump a eu lieu en direct sur ABC. Un débat remporté de la vie générale par la candidate démocrate qui a su se montrer combative et convaincante face à son adversaire républicain qui a multiplié fake news et sorties de route. Un débat qui sera le seul puisque Donald Trump a officiellement refusé d'affronter de nouveau Kamala Harris. Et s'il fut largement question de politique intérieure lors des échanges, les deux candidats ont aussi donné leur point de vue sur le rôle et la place des États-Unis dans le monde et sur leur vision de la politique étrangère qui serait la leur une fois à la Maison-Blanche. Deux visions opposées sur de nombreux sujets, mais pas sur tout, on le verra. Alors Jean-Marie, Alain, je vous propose pour cet épisode de faire le tour des dossiers qui attendent la prochaine ou le prochain président des États-Unis. Et pour commencer, partir en Ukraine où se déroule un conflit que Donald Trump pourrait résoudre en un tournement, dit-il, avant même son investiture en cas de victoire. Comment s'y prendrait-il, Jean-Marie ? Il s'y prendrait avec la baguette magique qu'il brandit à chaque meeting, c'est-à-dire qu'il réglerait les problèmes en 24 heures. Et ça n'est pas limité à l'Ukraine d'ailleurs. Cela dit, il faut se reporter à son mandat, son premier mandat, donc lorsqu'il avait été élu président des États-Unis. Il avait notamment fait beaucoup de gesticulations et beaucoup d'annonces dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, par exemple. La Corée du Nord, qui se dote de missiles avec des possibles têtes nucléaires, et donc qui représente un danger objectif. Et Donald Trump avait dit, je vais le voir, je vais régler ça aussi en un tournement. On voit ce qu'il en a été, c'est-à-dire rien du tout. En revanche, on aura une posture qui redeviendra hostile à l'Union européenne, puisque dans ce mandat précisément, Donald Trump avait d'abord mis en cause le fameux article 5 de l'OTAN, qui fait obligation de porter secours à quiconque est attaqué, d'une part, et d'autre part, il comptait au fond liquider l'OTAN d'une certaine façon. Et donc, même chose, et avec Israël, évidemment, on voit bien et on sait bien que Netanyahou n'attend qu'une chose, c'est l'élection de Donald Trump pour pouvoir asseoir davantage encore sa politique et son autorité. Le tout décrit comme il suffit qu'il apparaisse, un peu comme un prophète, et que les choses se régleront d'elles-mêmes parce qu'il sera intervenu avec l'aide de son allié de toujours, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Oui, parce que le règlement de ce conflit, Alain, il passerait évidemment par une sorte de reddition de Kiev auprès de Moscou dans l'esprit de Donald Trump. Oui, il a déjà évoqué ça, donc on arrête la guerre. Quand on lui demande est-ce que vous souhaitez la victoire de l'Ukraine, il ne répond pas. Il ne répond pas non plus si on lui demande est-ce que vous souhaitez la défaite de la Russie, il ne répond pas. Il dit non, moi je n'ai qu'un seul objectif, c'est d'arrêter la guerre, aujourd'hui, là où ils en sont. Autrement dit, ça veut dire qu'on laisse le Donbass, pas moins de 20% du territoire ukrainien, avec la Crimée déjà, prise en 2014, on laisse tout ça aux mains des Russes. Et le fameux principe sur lequel les Européens se sont entendus, y compris Moscou, y compris les Russes, qui est de l'intégrité des frontières en Europe, de l'inviolabilité des frontières par la force, ce fameux principe serait donc foulé aux pieds. La seule contrepartie, c'est l'arrêt de la guerre. C'est ça. Et il est prêt à aller un peu plus loin parce que pour obtenir que la guerre s'arrête aux conditions de Moscou, il ajoute, naturellement, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'Alliance Atlantique, même si c'est pas vraiment au programme, puisque les États-Unis de Joe Biden aussi sont contre, mais aussi elle devra obéir à un certain nombre de conditions, dont la neutralité. Autrement dit, ce serait un succès russe sur toute la ligne. On a vu il y a quelques jours Poutine répondre à une question d'un journaliste sur le soutien à un éventuel des deux candidats dans la course à la Maison-Blanche. Il a manifesté son soutien pour Kamala Harris. Il faut évidemment y voir un trait d'esprit. Enfin, d'esprit, en tout cas, une vaste plaisanterie, parce que tout le monde devrait savoir ou devrait se souvenir des liens qui unissent Donald Trump à Vladimir Poutine depuis fort longtemps. Depuis, d'une part, l'époque où il était en faillite et où de l'argent russe lui a permis de se refaire, et donc de l'argent russe qui avait transité à l'époque par la Deutsche Bank. Et donc, il n'y a pas que cela. Il y a aussi toutes les rencontres qu'il y a eu avant l'élection de Trump à la présidence, tous les échanges de bons procédés qui ont eu entre les deux hommes, et le fait que certains responsables de la CIA, ça c'est rapporté par l'historien Timothy Snyder,
qui rappelle cela. Des responsables de la CIA disent au fond, mais il est tenu par les Russes, il est tenu par Vladimir Poutine. Donc c'est cela la réalité qu'il faut prendre en compte. Alors après, Poutine s'en est beaucoup amusé. D'ailleurs, il a dit tout cela pas dans un éclat de rire, mais enfin dans un rire moqueur, qui disait bien la réalité des choses. Du côté de Kamala Harris, on va poursuivre la même politique que Biden, qui est un soutien inconditionnel et total à l'Ukraine. Là, il y a pas mal de points d'interrogation. Dès aujourd'hui, au fond, elle s'est félicitée, lorsqu'on lui a posé la question pendant le débat, elle s'est félicitée du soutien apporté à l'Ukraine. Elle a rappelé que l'objectif de Poutine, c'était Kiev, et c'était de soumettre totalement l'Ukraine à la botte du Kremlin. Et puis bon, on sait ce qui s'est passé, et l'aide américaine est venue ensuite. L'administration Biden s'est battue contre le Congrès, où il y avait énormément de réticences côté républicain, pour poursuivre l'aide américaine. Donc, de ce point de vue-là, Trump, lui, a été très clair. À plusieurs reprises, il a dit « pas un cent pour l'Ukraine ». Donc lui, il arrêterait l'aide américaine à l'Ukraine. Côté démocrate, il y a tout un débat en ce moment dans lequel Kamala Harris ne s'est pas prononcée, mais vous pouvez compter sur la presse américaine pour qu'on lui pose la question. C'est tout un débat qui pourrait d'ailleurs être tranché, puisque c'est dans les jours, aujourd'hui en fait, vendredi et samedi aussi, Zelensky est à Washington pour rencontrer le président Biden, ainsi que le Premier ministre, et c'est très important, ainsi que le Premier ministre britannique, Starmer. De quoi parle-t-il ? D'une requête qui est en ce moment faite avec urgence par les Ukrainiens auprès des Occidentaux. Autorisez-nous à utiliser les armes, les missiles de longue portée ou de portée moyenne, 150, 200 km, 300 km et plus, que vous nous avez livrés. Nous voulons la levée du veto à l'utilisation de ces armes occidentales. Pourquoi ? Parce que la Russie a installé les aéroports de guerre à 300 ou 400 km à l'intérieur de son territoire, mais à 300 ou 400 km du territoire ukrainien, de la frontière ukrainienne. Un veto, on le rappelle, les États-Unis interdisent à l'Ukraine de se servir des armes qu'ils leur fournissent pour frapper sur le sol russe. C'est pas exactement ça, puisqu'ils ont levé en partie le veto dans la région de Kharkiv en disant « vous pouvez aller frapper des lance-roquettes ou des lance-fusées juste de l'autre côté de la frontière, mais pas loin à l'intérieur du territoire russe, parce que là, on aurait le sentiment que nous sommes vraiment en guerre directement avec la Russie. » Ce à quoi les Ukrainiens disent « écoutez, en ce moment, nous subissons depuis 6 mois l'assaut de l'aviation russe qui largue depuis son territoire de ce qu'on appelle des bombes planantes et qui sont en train de ravager les villes ukrainiennes. D'autant plus fréquemment qu'on approche de l'hiver et qu'il s'agit de priver les villes ukrainiennes d'électricité et d'énergie en général avant l'hiver. Ils n'ont pas d'armes pour lutter contre ça, contre ce type de bombardement, et il leur faut pouvoir tirer sur les aéroports d'où partent les avions qui larguent les bombes planantes sur l'Ukraine. Et donc ils réclament ceci. On sait que les Britanniques sont favorables à ça, à une levée très large de l'utilisation des missiles britanniques. Ils ont l'équivalent des Scalp, je ne sais pas, c'est le même missile, c'est un missile à moyenne portée conçu par les Français et les Britanniques qui porte un nom différent selon qu'il est produit en Grande-Bretagne ou bien en France. Starmer est plutôt pour, lui. Le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, que dirige Anthony Blinken, est pour lui aussi. La Maison-Blanche hésite et, comme toujours, les militaires sont contre. Ils sont contre la guerre en général, les militaires. Donc le Pentagone est contre, le Pentagone disant on sera vraiment à ce moment-là dans quelque chose qui ressemblera à un affrontement de plus en plus direct. Voilà où on en est. Probablement, les Allemands et les Français seront contre, je pense, mais toujours pour cette raison qui est de dire nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, il faut qu'il y ait une limite. Donc, nous approuvons la guerre défensive que mènent les Ukrainiens pour défendre leur territoire, mais pas une approche trop agressive à l'égard du territoire russe. Il se trouve qu'en ce moment, la guerre défensive, ça fait bien rire les Russes parce que eux, les Russes, ont le droit de bombarder tout le territoire ukrainien. Peu importe, ils sont même à l'attaque aux frontières avec la Pologne, ils sont à l'attaque dans la région de Lvov. Donc voilà le débat qu'il y a, voilà le débat qui devrait être tranché dans les jours qui viennent.
Contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas l'OTAN, puisque l'OTAN en tant que telle n'est pas engagée. Ce sont autant d'engagements bilatéraux de pays occidentaux. Et voilà. Là-dessus, on ne sait pas ce que pense Kamala Harris. Elle va être interrogée. Je ne peux pas savoir quelle sera sa réponse, mais elle va être interrogée là-dessus. Qui dépendra sans doute de la position de Joe Biden s'agissant de Kamala Harris, bien sûr. On voit bien que Vladimir Poutine exploite à fond cet argument, puisqu'il a aussitôt déclaré « Attention, si cette autorisation est donnée, ça signifiera que les pays européens et les États-Unis sont en guerre contre nous. » Donc c'est très exactement ce que beaucoup de milieux en Europe et aux États-Unis craignent, de se retrouver dans une situation... Alors au début de cette guerre, on disait « Il ne faut pas être co-belligérant ». Mais sauf qu'on a le droit, malgré tout, d'aider quelqu'un qui est attaqué. On en revient toujours, de ce point de vue-là, au même problème. Il faut ajouter aussi que on a longtemps attendu, enfin les Ukrainiens ont longtemps attendu des avions F-16, les fameux F-16 américains. Mais les F-16 américains n'ont d'utilité que s'ils sont armés par ces missiles que l'on interdit aux Ukrainiens d'utiliser. Donc si on ne les autorise pas à utiliser ces missiles pour se défendre et pour viser des bases qui bombardent quotidiennement l'Ukraine, les avions resteront au sol et resteront inemployés, sauf peut-être à quelques sorties pour bloquer ou tenter de bloquer quelques drones et quelques avions bombardés russes. Donc c'est une situation qui franchement montre toutes les limites de l'engagement occidental et toute une certaine forme d'hypocrisie aussi qu'il y a à dire on soutient l'Ukraine, mais on ne lui donne pas vraiment les moyens d'écarter une menace qui, chaque jour davantage, devient plus précise et plus dangereuse. On voit bien que avant on disait oui, mais Zelensky, il est pénible, il insiste, il gesticule alors qu'on l'aide beaucoup, on lui donne beaucoup d'argent, etc. Sauf que là, il a l'air vraiment très inquiet et ce qu'ils disent, ce que les Ukrainiens disent de leur situation militaire est aussi très dangereuse. Donc, à un moment, il faudra quand même se décider à savoir si on les aide vraiment ou si on continue sur ce registre, j'allais dire, mi-chèvre, mi-chou. Je sais que vous n'aimez pas ça, Alain, mais un peu de politique fiction. On sait que si jamais Trump gagne, ça sera très mauvais pour l'Ukraine. En revanche, s'il perd, on peut imaginer que sa défaite à cette élection signe aussi la fin de son influence sur le Parti républicain, ou en tout cas le début de la fin de son influence sur le Parti républicain. Et on sait qu'au Congrès, c'est surtout les républicains MAGA qui bloquent contre l'aide à l'Ukraine. Est-ce que du coup, une défaite de Trump pourrait faire retourner le camp républicain en faveur de Kiev, selon vous ? Évidemment, on peut se tromper parce qu'on est un peu dans la spéculation dont je me méfie toujours, c'est vrai. Mais je crois pouvoir quand même apporter un début de réponse à cette question, qui est une question clé pour nous. Moi, je crois que le Trumpisme continuera sans Trump. Je crois que le Parti républicain est passé dans un autre type de programme politique, appelez ça idéologie si vous voulez, mais peu importe, et dont il est convaincu. Et certes, il a peur de ses électeurs, le Parti républicain, puisque les électeurs adorent Trump. Il a une sorte de statut de gourou, de grand Manitou, de rockstar, et quoi qu'il puisse dire, il peut changer de programme, ça n'a aucune importance, etc. Mais je crois que le parti est un parti devenu de plus en plus isolationniste, moins interventionniste sur la scène internationale, un parti ouvertement protectionniste, comme le sont d'ailleurs les démocrates, en matière commerciale, c'est-à-dire non libre-échangiste ou de moins en moins libre-échangiste. Et donc je crois qu'il y a une conversion comme ça du Parti républicain à un certain nombre de grands thèmes qui sont en général les marqueurs de ce qu'est la droite moderne, la droite aujourd'hui, la droite moderne au sens contemporaine, mais la droite contemporaine en Europe de l'Ouest comme aux États-Unis. Donc non, je crois qu'il y aura autant de réticence à voter l'aide en faveur de l'Ukraine, autant de réticence à s'engager auprès de l'Union européenne. C'est un parti qui, à la Chambre des représentants comme au Sénat, considère que les Européens roulent les États-Unis, au sens que on compte sans arrêt sur les États-Unis pour notre défense, on n'y consacre pas assez d'efforts, la question ukrainienne devrait être entièrement aux mains des Européens, pensent les républicains et beaucoup de démocrates, ce qui nous laisserait le soin de diriger toute notre énergie à la bataille contre la prépondérance chinoise dans ce qui reste du XXIe siècle.
On va arriver au dossier chinois, mais avant, l'autre gros dossier pour la diplomatie américaine, c'est la crise au Moyen-Orient. Alors, on a d'un côté Kamala Harris qui a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, qui veut que la guerre s'arrête, qui veut que les otages soient libérés et qui est toujours pour la mise en place d'une solution à deux États. C'est une posture difficile à tenir pour Kamala Harris, puisqu'elle est critiquée par l'aile gauche du Parti démocrate et son électorat le plus jeune, qui sont très engagés dans la cause palestinienne. Et en face de ça, on a un Donald Trump qui est très pro-Israël et qui accuse son adversaire de haïr l'État hébreu. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir, Kamala Harris, de cette équation ? C'est très difficile pour elle de se sortir de cela dans certains endroits, notamment dans le Michigan, qui comporte une forte communauté arabe américaine. C'est un État clé, le Michigan ? Mais c'est un des États clés. Donc c'est évidemment une difficulté supplémentaire pour Kamala Harris. Maintenant, je pense qu'elle tiendra la même position que Joe Biden. Simplement, c'est une position qui est jusqu'à présent inefficace. Parce que toutes les demandes de Joe Biden et donc Kamala Harris est sur cette position. Quand elle dit deux États, oui, tout le monde est pour deux États, sauf Israël, enfin sauf le gouvernement israélien actuel, sauf Netanyahou, qui a déjà plusieurs fois dit qu'il n'en était pas question et qui œuvre pour qu'il n'en soit pas question. Et d'autre part, toutes les pressions qui ont été exercées par Joe Biden sur le Premier ministre Netanyahou ont été totalement inefficaces, puisqu'il s'agissait là encore de demander un cessez-le-feu, quitte à ce que ce soit un cessez-le-feu provisoire, de façon à pouvoir faire libérer les otages. Même le point clé de la libération des otages n'a pas suffi à faire plier Netanyahou. Et donc, comme les États-Unis n'emploient pas la manière forte, et la manière forte, elle est celle des Britanniques, quand les Britanniques disent on va limiter les livraisons d'armes à Israël, c'est un moyen de pression qui, normalement, est plus efficace que les bonnes paroles. Et donc, les États-Unis de Joe Biden et probablement de Kamala Harris ne s'engageraient pas dans cette voie. Donc, ça risque pour le moment, de n'apporter aucune solution. On en a parlé un peu en début d'émission, les relations transatlantiques donc entre les États-Unis et le bloc occidental en général et l'Europe en particulier. Joe Biden s'était clairement posé en défenseur de la démocratie libérale dans le monde face au modèle chinois et russe. On est loin de Trump qui a déclaré son admiration pour Viktor Orban au cours du débat. Viktor Orban, Premier ministre illibéral hongrois. C'est une ligne de fracture qui perdure entre Trump et le camp démocrate. Mais quelle est la position exacte de Harris par rapport à l'Union européenne ? On sait que Trump est pour la fin de l'Union européenne, en tout cas met des coins entre les pays. Harris, elle, est-ce que c'est quelqu'un avec qui l'Union va pouvoir travailler main dans la main ? Harris a suivi et a répété la ligne qui a été celle de Joe Biden ces 4 dernières années, qui est d'insister sur l'importance des alliances que les États-Unis ont avec un certain nombre de pays d'Asie, Japon, Corée du Sud, et avec l'ensemble de l'Europe occidentale, et notamment l'Union européenne en tant que telle. Et donc là-dessus, elle sera sur la ligne qui a été celle de Joe Biden et de son secrétaire d'État Anthony Blinken. Elle n'a aucune détestation de principe contre l'Union européenne, alors que Trump, lui, a qualifié l'Union européenne de principal ennemi économique des États-Unis. Ennemi économique, qui était la Chine auparavant. C'est devenu l'Union européenne le principal ennemi ? C'est ce qu'il a dit quand il était à la Maison-Blanche. Mais enfin, vous savez, il pourrait dire demain que c'est la Chine, peu lui importe. Mais enfin, voilà. Et il a d'ores et déjà dit que, quoi qu'il arrive, quoi que fassent les Européens, il imposera un tarif de 10% sur toutes les exportations européennes aux États-Unis, ce qui naturellement engage l'Union européenne répliquera, et donc ça se traduira immédiatement par une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Donc voilà, non, je pense que là-dessus, Harris sera fidèle à la ligne de Joe Biden. En tout cas, elle le sera politiquement, même si, au fond, elle représente quelque chose à laquelle les Européens devraient prêter attention. Elle représente le changement démographique, le changement de la composition démographique des États-Unis. C'est une femme qui, de ce point de vue-là, ressemble un peu à Barack Obama. Barack Obama a été élevé à Hawaï. Elle est d'origine indienne, donc il y a une part de l'Asie. Et puis, son père était jamaïcain, donc il y a aussi une part afro-américaine chez elle. Et ça, c'est un tropisme contre lequel on ne luttera pas. Ce tropisme-là, on ne le luttera pas. Il n'y aura plus, comme Joe Biden, un président d'origine irlandaise, attaché aux relations avec le vieux continent pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer.
l'évolution même de la composition démographique des États-Unis les conduira à s'éloigner plus ou moins directement, plus ou moins brutalement de l'Europe. C'est une évolution stratégique que les Européens doivent absolument prendre en compte. Ça ne veut pas dire des relations d'inimitié, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des relations, l'OTAN pourra continuer à exister. Idéalement, il faudrait que ça devienne la défense européenne. Mais malgré tout, le tropisme vers l'Asie, vers la zone Asie-Pacifique est incarné aussi par Kamala Harris, si elle est à la Maison-Blanche. Je voudrais revenir sur cette guerre économique que promet Trump aux Européens en cas s'il est élu. C'est quelque chose qui peut flatter éventuellement son électorat, mais est-ce que ça n'inquiète pas les milieux économiques américains, une éventuelle guerre avec le continent européen ? Si, certainement, ça inquiète les milieux économiques américains. En même temps, ça a commencé avec Barack Obama sur certains produits, notamment la sidérurgie, sur certains produits européens, et les pneumatiques aussi, à un moment. Ça s'est accentué avec Joe Biden. Et donc, voilà, non, je pense que ça peut inquiéter une partie des milieux économiques européens, oui. Elle tombera pas dans ce tort-là, Kamala Harris, si elle est à la Maison-Blanche. Mais le protectionnisme américain, mené par le gouvernement fédéral, peut inquiéter, oui, inquiète d'ailleurs même, les milieux économiques américains, bien sûr. Et cette guerre économique, c'est aussi l'arme que Trump compte utiliser contre la Chine. Alors sur la Chine, Kamala Harris et Trump sont d'accord sur le fait qu'il y a un problème, il y a un État à gérer, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de le faire. Trump, lui, c'est encore une fois l'arme des taxes douanières. Oui, alors là-dessus, ils sont d'accord. Hein. Là-dessus, il est d'accord avec les démocrates, c'est-à-dire 100% de droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Hein. Les Chinois ne vendront pas une voiture électrique aux États-Unis. Les Européens sont divisés entre eux sur le sujet. On a 60% de droits de douane, mais il y a les Européens, notamment les Espagnols, qui disent non, il faut redescendre, c'est pas bon pour le climat, etc. Non, je pense que lui, ne serait-ce que pour se démarquer, il voudra aller encore plus loin, bien sûr. Il voudra aller encore plus loin. Il prétend même que ça n'amènera aucune inflation, que ça ne conduira pas à une hausse des prix. La leçon que tire la majorité des économistes, des barrières tarifaires érigées par Obama, Trump et Biden, c'est le consommateur américain qui les paye. C'est pas le pays d'origine qui les paye. C'est le consommateur américain, au bout de la chaîne, qui paye les tarifs. Donc c'est pas très efficace, semble-t-il. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce que sera l'attitude vis-à-vis de Taïwan, par exemple, entre Trump et Kamala Harris, parce qu'on sait bien que tous les efforts des États-Unis récemment a été d'installer au fond des barrières protectrices en essayant de regrouper les efforts des pays qui seraient directement menacés. Alors c'est évidemment Corée du Sud et Japon, mais c'est aussi les Philippines, le Vietnam et jusqu'à la Malaisie, je dirais, et donc et l'Inde surtout, qui est partie prenante de ces regroupements. Donc ça, c'est la stratégie démocrate que poursuivra probablement Kamala Harris. Qu'en fera Donald Trump? On n'en sait strictement rien, parce qu'il est capable de dire « mais moi je vais aller voir Xi Jinping, je vais régler tout ça en un après-midi », et ainsi de suite. Il y a quand même une part d'imprévisibilité chez Trump. Regardons d'ailleurs les nominations qu'il avait faites quand il était président, et il y a certains de ses anciens conseillers qui mettent en garde en disant « attention, s'il est réélu », ça risque d'être encore plus catastrophique que le premier mandat. Et c'est pas seulement les renseignements américains qui craignent sa réélection éventuelle, son élection éventuelle, ce sont d'anciens conseillers pour la sécurité, des généraux, ainsi de suite. Donc là, on rentrerait dans une zone d'une très très grande incertitude. Incertitude sur Taïwan, certainement, puisque les dernières déclarations de Trump terrorisent les gens de Taïwan. Elles sont les suivantes. Taïwan ne paye pas assez cher pour toute l'aide logistique qu'on leur apporte. Ils ne payent pas assez cher les armes américaines qu'on leur vend. Et enfin, vous savez que Taïwan a conçu et fabrique à peu près 80% des microprocesseurs de l'avenir, c'est-à-dire que 80% des microprocesseurs les plus sophistiqués, ceux notamment de l'intelligence artificielle, et de la robotique. Et Trump a déclaré, oui, je sais, mais ils nous ont volé les licences. C'est nous qui avions inventé ces microprocesseurs. C'est totalement faux, mais ils les accusent de vol. Donc, ils nous volent les microprocesseurs, dit Trump, et en plus, ils ne payent pas assez cher pour l'effort que nous consentons en matière de défense.
Si Trump est élu, je pense qu'il sera le fer de lance des offensives multiples qui visent l'Union européenne, qui visent les Européens, entre autres, notamment la Russie, mais pas seulement, et que donc il faut souhaiter que Kamala Harris finisse par l'emporter, même si la situation n'est pas du tout évidente pour elle, et que le suspense durera vraisemblablement jusqu'au bout de la nuit des élections présidentielles américaines. Traditionnellement, on explique que c'est les questions économiques qui ont le plus de poids dans le débat pour la course à la présidentielle américaine. Est-ce que, pour celle-ci, les dossiers internationaux ne pèsent pas plus que dans les élections précédentes, Alain? C'est un sentiment que vous avez? Plus, non, je ne sais pas, parce que l'essentiel des interventions américaines à l'étranger sont finies. Joe Biden a retiré les forces américaines d'Afghanistan. Il reste 5000 hommes en Irak, dont le gouvernement irakien ne réclame surtout pas le retrait, mais ça ne fait pas partie vraiment du débat politique. Et alors, il y a l'Ukraine. Alors, sur ce point-là, la présentation des Républicains est évidemment extraordinairement partisane et malhonnête. L'air de dire que les États-Unis consacrent des sommes énormes depuis 2 ans au soutien à l'Ukraine. À vrai dire, les tranches d'aide américaines à l'Ukraine, qui sont sensiblement l'équivalent des tranches d'aide européenne à l'Ukraine, peut-être même un peu inférieur, c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars par an. Et 50 milliards de dollars par an, quand on regarde le budget de la défense américain ou le budget des États-Unis en général, vous arrivez à un pourcentage ou le PIB des États-Unis, c'est quelque chose qui est 0,5% du PIB américain. Donc les sommes que les Européens et les Américains ont consacrées à la défense de l'Ukraine ne représentent pas grand-chose au regard de la richesse de ces 2 pays, au regard de leurs produits intérieurs bruts aux uns et aux autres. Et pour revenir à votre question sur la part prise par les questions internationales dans une campagne américaine, ça se joue pas au niveau national, ça se joue ici, dans tel État, parce que telle population est davantage sensible au conflit du Proche-Orient, dans tel autre parce que telle relation avec la Chine met en cause une industrie qui est très prospère dans cet État et qui se voit attaquée commercialement, et ainsi de suite. Donc il faut regarder les États pivots, une fois de plus, et donc ça se joue sur des petits nombres qui, au total, feront la décision. C'est en cela que les questions internationales peuvent perturber l'élection ou peuvent perturber Kamala Harris ou dans sa quête de l'élection. Et c'est pour cela que dans le débat qui avait lieu en Pennsylvanie, donc un État clé, peut-être même l'État où va se jouer les élections, Kamala Harris s'est tournée vers Trump et elle lui a dit « Ah oui, c'est ça votre position sur l'Ukraine, vous allez raconter ça aux 800 000 habitants de Pennsylvanie qui sont d'origine polonaise, ils vont apprécier ». Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Cette semaine, vous parlez du Venezuela et de la dérive chaviste du régime de Maduro qui s'est autoproclamé réélu le 28 juillet dernier. C'est à dire dans Le Monde. Jean-Marie, je rappelle votre émission politique le jeudi aussi sur France 24 et votre podcast Mémoire d'un monde à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.